arrive en retard à la réunion. Je suis désolé, c'est parce qu'on a dû se déplacer parce que notre réunion antérieure a été difficile techniquement et on a dû se séparer tous et de le faire uniquement de façon virtuelle. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Et tout d'abord, je dois demander à la secrétaire adjointe, Madame Morel, si elle peut me confirmer le quorum, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, nous avons le quorum. D'accord, merci. Alors, passons à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des éléments à ajouter? Je n'entends pas d'éléments ajoutés. Moi, j'aurais deux résolutions à rajouter dans Varia, mais on y arrivera à la fin. Alors, avec ça, je pourrais avoir une motion pour approuver l'agenda d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci, Michael. Et secondé par Jim. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, on accepte l'agenda tel quel. Les minutes du 3 février, y a-t-il est-ce que je peux avoir une motion pour le procès-verbal du 3 février? Merci, Claudiane. Secondé par Sarah, merci. Et y a-t-il des commentaires, des corrections, des modifications à apporter? Non. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Alors, merci. Nous allons donc passer aux affaires découlant du procès-verbal. Y a-t-il des affaires découlant du procès-verbal? Je pense qu'il y en a, si je me trompe, Dr. Oui, Monsieur le O'Patrick. Président. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Oui, OK. moi je vous entends. Alors, au cours de la dernière séance, sur une motion dûment faite et appuyée, le conseil d'administration a accepté que la direction du CUSUM organise une élection indépendante visant à former le prochain comité des résidents du pavillon Camille Lefebvre, et ce à la demande de la présidente du comité central des usagers du CUSUM. J'ai le plaisir aujourd'hui d'annoncer que l'élection est en cours et sera terminée demain midi. Lorsque les derniers votes des résidents ventilés à long terme et les autres personnes qui ne sont pas mobiles seront requis d'une chambre à l'autre. Il y a au total 8 candidats qui se sont présentés à l'élection en qualité de résident, de membre de la famille d'un résident ou de proche aidant d'un résident. Un minimum de 3 candidats doit former le comité. Mais si les résidents élisent les 8 candidats, ils seront tous les bienvenus, car la loi ne fixe pas de limite au nombre de membres. D'accord, merci. Y a-t-il des questions des membres du conseil? Je ne vois pas de main levée, donc on accepte ça tel quel. Merci. Alors, on procède aux items de consentement et des résolutions de consentement qui ont été revisés par les comités sous-jacents. Et on demande à ce moment ici s'il y a des choses qu'on souhaiterait retirer et discuter à haute voix. Et on me propose peut-être que le 5.4.12, les règlements du département d'urgence, devrait être retiré. Est-ce que c'est correct? C'est exact? Judith, est-ce que c'est ça? Oui, effectivement, ils avaient des petits changements qu'ils souhaitent apporter. Donc, ils aimeraient revisiter la résolution, le document en connexe et le resoumettre au prochain CA. Merci infiniment. Alors, avec avec le 5.4.12 qui est enlevé, y a-t-il une proposition pour passer ces résolutions? Je ne vois pas tout le monde à l'écran, mais je vais demander à des individus. Merci, Claudiane. Merci, André.
Alors, y a-t-il qui sont contre cette proposition? Non, je ne vois personne et j'entends rien, donc je les prends pour approuver. Merci. Alors maintenant, on passe au rapport du PDG, Dr. O'Patterney. C'est à vous. Bonjour, merci, M. Cricht. On essaie juste de transférer ça ici vers le haut. J'ai une présentation qu'on va voir comment le partager. Ah, super. Excellent, merci. Alors, je vais partager mon écran. Juste peut-être ici. Non, c'est parti. Ici. Laissez-moi pas Tina au cas où. OK. Est-ce qu'on voit la présentation? Est-ce qu'on peut voir la présentation, M. Craig? On voit la présentation, mais elle n'est pas en mode diaporama. Oui. Merci, Martine, du commentaire, parce que Est-ce que c'est mieux maintenant? Pas encore. Non, on le voit encore. Typiquement, il faut aller à View. Oui, on l'a déjà fait. Veux-tu le faire de ton ordinateur? Je pourrais le faire si tu veux. Est-ce que c'est encore que vous voyez les prochains diapos? Oui. On va réessayer. Peut-être ici. Faisons-le avant le share. Je vais arrêter le share. Je vais faire ça. Oui, comme ça. On essaie d'arriver. Ça fait juste 3 ans qu'on est dans mode Teams. Oui. Est-ce que c'est mieux sur ton ordinateur, peut-être? Ça va être pareil. Oui, je vais le faire sur mon ordi, je pense. On va le faire sur un autre ordinateur pour voir si ça fonctionne mieux. Au pire, vous allez voir le prochain diapo. D'accord. Je suis désolé. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut que je sélectionne l'écran. Peut-être c'est ça qui va mal. Et avec Madame, ça va fonctionner. Parce qu'effectivement, c'est sur 2 écrans. Voilà. Oui, mais on va peut-être. Oui, excellent. Merci beaucoup. Alors, prochain diapo. C'est pas la bonne, je pense, parce que ça dit numéro 6 toujours. Et c'est pas le premier, je crois. Le rapport, c'est item 6 sur notre agenda. Peut-être. OK. OK, excellent. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est faire un retour depuis mon arrivée des différentes personnes et groupes avec lesquels j'ai eu le plaisir d'échanger. Par la suite aussi, de parler des quelques dossiers et quelques éléments qui sont incluant la Chine, qui aussi nous a soulevé plusieurs questions qui vont suivre la présentation aujourd'hui.
Alors, en termes des réunions d'introduction, vous voyez ici les différentes personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir d'échanger. Les cadres, le Optilab, la PDG de l'Institut de recherche, plusieurs chefs médicaux, des présidents des syndicats, le doyen, administration du RUIS, prochain diapo. Aussi, en termes des différentes visites sur le terrain, j'ai visité nos plusieurs sites. L'hôpital La Chine à 3 reprises, l'hôpital Royal Victoria aussi, nombreux endroits, le Neuro, l'hôpital général de Montréal, l'hôpital pour enfants, le 5100 de Maisonneuve, l'Institut de recherche, où j'ai rencontré également différents gestionnaires, différents professionnels de santé, médecins. Prochaine diapo. J'ai eu aussi plusieurs réunions, des réunions avec différents conseils que vous voyez sur le diapo ici. Prochain diapo. Également, pour plusieurs sujets différents, des réunions avec le ministère, avec les autres PDG. Il y a la cellule de crise qui continue en lien avec les urgences ministérielles auxquelles je siège, puis également les tables de PDG de Montréal pour voir comment faire un tour puis une coordination du Grand Montréal. Prochaine diapo. Ici, vous voyez quelques entrevues que j'ai faites, puis d'autres qui sont à venir. Prochain. Alors, je vais passer un petit peu de temps sur quelque chose beaucoup en actualité, qui est l'hôpital de la Chine. Où sommes-nous maintenant? Puis, quelles sont les possibilités? Où on s'en va? L'autre, juste pour votre information aussi, c'est le Neuro. J'ai eu, on a eu aussi des réunions avec le ministère d'économie puis de la santé parce que l'édifice est désuet. Puis en lien aussi avec la mission puis la recherche, la mission clinique, c'est de plus en plus difficile à le faire. Alors, des échanges pour voir si on peut prioriser le neuro dans le PQI. On devrait avoir les réponses si elles étaient retenues dans le budget qui va sortir. Parlons plus sur la Chine dans les diapos qui suivent. Prochaine diapo. Alors, peut-être de commencer avec une historique. Ça fait quand même de nombreuses années où il y a eu à plusieurs fois des épisodes de fragilité, et ceci dans différents secteurs cliniques et en lien avec différents professionnels, à un moment donné des infirmières, d'autres. OK, on demande si le volume peut être monté. Je suis déjà à 100%. Est-ce que, M. Crate, il y a un problème avec le volume, par exemple, de votre côté? Ou est-ce que c'est juste peut-être l'individu? Oui, je vois que M. Cherry dit que c'est bien correct. Madame Dr. Pritchard, est-ce que c'est correct pour vous parce qu'il y avait un problème avant? Très bien. Moi, j'entends très bien, mais je contrôle rien. Oui, alors peut-être la personne peut le monter sur leur ordinateur. Alors, bref, multiples épisodes de fragilité dans différents secteurs, des fois médicales, des fois d'autres professionnels de santé. Et le plus récent, si on se met dans les dernières années, mois, c'était une fermeture des soins intensifs depuis novembre 2021. Puis aussi également, il y a eu en 2022 des arrêts des ambulances épisodiquement, mais actuellement, depuis février 2023. Prochain diapo.
qu'on voit depuis la fermeture aux ambulances la nuit, puis également les heures d'ouverture de l'ambulatoire de 8 heures du matin à 22 heures, c'est que malgré l'absence des ambulances, qui était à peu près, c'était rendu depuis un an et demi, à peu près 5 ambulances par jour. Et alors, même sans ambulance et maintenant les heures d'ouverture de 8 heures à 22 heures, le volume en absolu est équivalent à nos volumes pré-pandémie, même si on compare pré-pandémie un base de 24 heures et les ambulances. Alors, le volume, à vrai dire, est maintenu. Prochain diapo. En ce moment, nous travaillons sur 2 fronts. Premièrement, c'est l'actuel et comment s'assurer qu'il y a un fonctionnement sécuritaire sans la présence d'une urgence qui est ouverte 24/7. Alors maintenant, on est dans une période de transition en lien déjà mentionné avec les urgences, mais aussi il y a des activités chirurgicales, le besoin de regarder et constater les besoins des patients qui sont admis, qui sont moins aigus, mais de voir comment passer cette période de transition en sécurité. Et également, en même temps, on a mis sur pied un comité consultatif qui a eu le feu vert suite à nos échanges avec le ministère, avec la sous-ministre et d'autres homologues, auxquels on a proposé d'étudier, en plus du plan clinique en 2014, un volet avec un hôpital avec des patients plus chroniques, puis d'offrir d'autres soins qui sont plus ambulatoires. Ça a eu le feu vert du ministère. Alors, ce travail-là se fait en ce moment pour regarder ça en lien avec différentes parties prenantes. Le comité comme tel a une trentaine de personnes, des gestionnaires de la Chine, des médecins de la Chine, des chefs cliniques du CUSUM et d'autres professionnels de santé. Et également, le travail qui va être contenu pour analyser les 2 scénarios, la faisabilité, puis aussi l'analyse d'écart. Concrètement, comment on va arriver, où on pourrait arriver, étant donné, comme j'ai dit, ça fait plus que 15 ans qu'il y a des fragilités différentes à la Chine. Et également, sur ce comité de travail, il y a un individu du ministère qui vient de la direction du coordination du réseau et également les hauts gestionnaires du CIS de l'Ouest de Montréal qui est également là. Prochain diapo. Il y a aussi d'autres, j'ai mentionné des autres que ce comité de directeur, d'autres conversations, d'autres opinions, d'autres visions seront faites avec d'autres parties prenantes qui incluent le doyen. Si c'est déjà ou ça sera fait avant la fin des travaux avec la chef de DRMG ou autres exemples des focus group avec des employés pour contribuer au rapport final. Alors, dans la période de transition, comme j'ai mentionné, présentement, l'urgence est ouverte de 8 heures à 22 heures. L'hôpital ne reçoit aucune ambulance. À peu près 5 ambulances par jour qui étaient reçues sont redirigées vers d'autres centres du CUSUM. Puis, en ce moment, il y a une présence des médecins de famille la nuit pour constater et voir comment faire fonctionner de façon sécuritaire suite à ça, pour être sûr que avant qu'on met en application un plan d'action de un ou l'autre plan, que les soins sont sécuritaires pour les patients actuels. Prochain diapo.
Alors, quels sont les deux scénarios? Un, c'est un scénario d'un hôpital. Les deux sont des hôpitaux. Un, c'est avec un hôpital avec des patients qui sont plus stables, des problématiques plus chroniques, avec le développement des nouvelles activités ambulatoires. Puis l'autre, c'est un scénario qui a été élaboré en 2014. Puis les deux plans, c'est de voir comment utiliser le plan de plus que 200 millions qui est mis en place pour rénover un hôpital qui a besoin de rénovation. Prochain diapo. Voici une comparaison, juste de comprendre là où on était depuis un couple d'années, puis un petit peu un comparatif des deux différents plans. Alors, on voit en tout cas, dans les derniers mois, il y avait une urgence 24/7, mais avec des volumes d'ambulance déjà réduits. Il n'y avait pas de lit de soins intensifs, comme j'ai mis dans oh, merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit peu d'eau. Depuis quelques années, il y avait moins que 40 lits. Ça fluctuait un petit peu, mais moins que 40 lits utilisés, malgré une capacité théorique, physique de plus que ça. Et à peu près la moitié des lits sont occupés par des patients NSA. En termes des deux plans, on voit que un plan d'un hôpital communautaire, ça serait d'avoir une urgence 24/7 avec 5 lits de soins intensifs, une augmentation des lits qui sont plus de style soins actifs en médecine et en chirurgie, et avec des lits de soins palliatifs, qui c'est une source très riche et pour les patients, mais aussi pour, par exemple, d'enseignement pour des résidents en médecine famille. On voit avec l'autre plan qui est maintenant sous analyse, c'est de continuer d'avoir une urgence mineure ouverte comme c'est en ce moment, 8 heures à 22 heures, mais sans lit de soins intensifs, d'augmenter également les lits parce qu'on ne peut pas, on sait bien, dans le Grand Montréal, il nous manque des lits. Alors, on ne peut pas avoir un scénario où on n'utilise pas des lits pour soigner des patients, mais que ça serait plus, par exemple, des lits de soins palliatifs et des gériatries actives, puis NSA. Alors, les patients plus chroniques. Mais vous voyez ici que dans les deux scénarios, on parle d'augmenter le nombre de lits utilisés versus ce que ça a été avant. Aussi, peut-être, je m'arrête ici pour dire que j'ai eu, puis et il y a aussi des questions là-dessus. Qui dit une urgence ouverte avec des ambulances? Ça veut nécessairement dire une capacité, non seulement sur le plan infirmière, mais également avec médical, de voir ces patients-là qui ont besoin d'être admis pour les soins aigus et s'ils détériorent des soins intermédiaires ou intensifs. Urgence avec des ambulances, sans le reste. Alors, c'est soit qu'il faut avoir alors, on ne peut pas, par exemple, avoir un scénario avec une urgence 24/7, des ambulances, mais pas être en mesure de les admettre dans les lits de soins aigus. Alors, c'est pour ça qu'il y a quand même des scénarios qui sont assez distincts. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On voit ici aussi que pour le moment, 1 à 2 salles de bloc opératoire utilisées. Dans les deux, c'est de voir comment rehausser ça. Également, les services d'imagerie qui sont plus faibles dans les deux scénarios de l'augmenter. Les laboratoires restent ouverts dans les deux scénarios. Prochaine diapo.
Puis, la différence ici, c'est aussi d'avoir dans le nouveau plan, d'avoir plus de soins ambulatoires. À la Chine, il y a un besoin, par exemple, d'avoir plus de cliniques, de ramener une clinique d'orthopédie, que ça faisait quelques années que c'était parti, les cliniques de plaies, cessation de tabagisme et autres besoins de soins chroniques, etc. Dialyse demeure, puis la vision pour les chronoventure assistés demeure également. Prochaine diapo. Alors, ça, c'était le rapport pour la Chine. Évidemment, on va revenir dans la période questions parce qu'il y a plusieurs questions en lien avec la Chine. Alors, peut-être juste pour partager avec vous d'autres dossiers qui sont sous la loupe. C'est les attentes en chirurgie qui est une priorité pour le CUSUM comme c'est pour le ministère. Et ça, c'est sur deux volets. De un, c'est de regarder comment s'attaquer aux patients qui attendent plus qu'un an. Alors, ce qu'on appelle les hors délais dans le média, tout en donnant des délais qui sont acceptables pour des conditions qui ne peuvent pas attendre 12 mois. Alors, on peut dire, mais pourquoi est-ce que vous voyez ici, il y a quand même plus de patients, heureusement, qui sont faits à l'intérieur de nos délais de 6 mois, mais pourquoi simplement pas faire balancer, puis s'attaquer à plus que 12 mois, puis faire et le balancer? Puis la réponse, c'est que on sait tous que, par exemple, l'oncologie, le cancer, ne peut pas attendre plus que 12 mois. Alors, un hors délai pour l'oncologie n'est pas 12 mois. Il faut le faire à l'intérieur le plus rapidement possible, mais des cibles très concrètes à l'intérieur de 28 et 56 jours. Mais se rajoute à ça d'autres conditions, d'autres types de conditions où on ne peut pas attendre plus que 12 mois. Pensons plusieurs chirurgies cardiaques. Pensons quelques chirurgies vasculaires. Alors, bref, il y a d'autres types, autres que cancer, de chirurgie qui fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement très facilement s'attaquer à que les hors délais. Ceci dit, c'est très important d'adresser et voir comment diminuer les patients qui attendent plus que 12 mois parce que d'être sur une liste d'attente est très désagréable quand on a besoin de passer une chirurgie. Alors, il y a plusieurs approches que l'équipe a fait, les gestionnaires plus médecins sont en train de mettre en place pour adresser ça. Et nous allons recevoir une visite ministérielle fin du mois pour faire plus d'échanges sur les meilleures pratiques pour le diminuer encore plus. Prochaine diapo. Ah, j'avais changé ça. Ça, c'est quelques autres dossiers, parce que ça dit dossier prioritaire, mais quelques autres dossiers prioritaires incluent, si je me ramène juste aux cliniques, c'est évidemment les attentes aux urgences où on voit que nous avons un fort taux de patients qui attendent dans les urgences plus que 24 heures. Alors, en lien avec ça, nous avons encore des lits hospitaliers fermés qui fait en sorte que des patients qui ont besoin d'être admis attendent plus longtemps à l'urgence. Et on travaille, c'est un de nos dossiers où nous travaillons pour mettre en place dans les prochains mois différents types de projets pour rehausser la fluidité et d'autres alternatives. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives à l'hospitalisation qu'on peut mettre en place pour réduire ce temps d'attente à l'urgence? Je vais avoir plus d'informations lors du prochain CA. Se rajoute à ça le besoin, un des dossiers prioritaires, c'est de mettre en place le dossier santé numérique. On va voir dans les prochains mois, on a quand même Oasis. Alors, nous sommes au CUSUM le plus avancé des hôpitaux versus d'autres hôpitaux québécois pour l'utilisation d'un dossier numérique.
Mais on aimerait migrer le plus rapidement possible dès que l'appel d'offres est fait, puis on est éligible, à se transformer et à migrer vers un dossier santé numérique plus moderne. En lien avec ça, il y a aussi d'autres façons qui sont mettre en place pour libérer le temps des cliniciens de santé, des professionnels de santé, pour qu'ils puissent passer plus de temps aux soins du patient. Il y a aussi, j'ai déjà mentionné la visite ministérielle en lien avec la chirurgie, puis en plus de l'urgence. Prochain diapo. Je vous ai mis dans les premiers quelques diapos quels sont les groupes les personnes que j'ai rencontrées, les visites que j'ai faites, quels sont quelques constats que j'ai faits. C'est à quel point le monde est d'accord que les patients doivent être au cœur de nos décisions. J'ai rencontré des professionnels vraiment engagés, dévoués. Aussi, j'ai vu plusieurs programmes cliniques novateurs. Je mentionne par exemple le Clinic Spot avec des jeunes qui ont des décompensations psychiatriques ou autres, d'autres thérapies novatrices oncologiques. Il y a aussi, j'ai vu qu'il va falloir choisir quelles sont nos priorités organisationnelles à soutenir parce qu'il y a beaucoup de projets. Alors, il va falloir voir comment choisir. Puis, on va avoir ça pour le prochain CA, de vraiment les soutenir puis les faire avancer rapidement avec une agilité. Je vois aussi, j'ai beaucoup appris sur le terrain grâce aux visites à les réunions qui, par la suite, on va voir la haute direction. Nous allons avoir un lac à l'épaule prochainement pour regarder le tout. Puis aussi, à quel point les données sont vraiment indispensables. J'ai partagé un en lien avec les listes d'attente en chirurgie, mais on est en train aussi de regarder pour bâtir à l'interne des différents tableaux de bord que je vais partager avec vous dans les mois qui suivent quand ils sont bâtis. Prochain diapo. En termes de certaines annonces, il y a Dr. Daniel qui a été nommé comme chef de département en chirurgie pédiatrique. Nous avons également eu des individus qui ont eu des reconnaissances. Il y a eu le prix de distinction de la présidence du Collège des médecins pour une carrière exceptionnelle et des contributions remarquables de Dr. Sam Daniel. Et aussi, Leah Flatman, une stagiaire de l'Institut de recherche, qui remporte le prix de meilleur résumé de la Société canadienne de rhumatologie. Prochain diapo. On a aussi ici la déclaration de mise sous garde, 56 préventifs et 21 provisoires, puis 20 autorisés en vertu de l'article 30 du CCQ. Prochain diapo. Je n'ai pas vraiment de varia comme tel, autre que les questions à venir. Alors, maintenant, la période de questions. Nous avons reçu des questions. Je crois qu'ils vont être affichés, puis on va les répondre. Monsieur Crate, je ne sais pas si je peux continuer. Alors, oui. Alors, il faudrait que vous posiez les questions et que vous répondez aux questions. Oui. Alors, il y a la majorité, il y a des questions qui viennent dans les langues différentes. Judith, j'imagine que je réponds aux questions dans la langue qui ont été posées? Tout à fait. Oui. OK, super. Alors, première question vient de Mme States, qui est affichée ici pour que tous puissent lire. Mme Alfonso.
Thank you, Dr. Paterny. So Diane States, member of the Royal Victoria Hospital Patient Interest Committee. The question is, a lot of people from all over the MUHC community put a great deal of work into CAID. What is the time frame for the implementation and rollout of the recommendation presented in the CAID report? So thank you for this question and the interest in the equity, diversity, and inclusion important file. So following the adoption of the recommendation of the CAID report by the MUHC board, the MUHC senior management has struck a work group that has already met for 2 work sessions and will continue to work over the coming months with the mandate to submit to the senior management committee and Dr. Paterny, and then to the board of the MUHC, an action plan to actually implement the recommendation. We expect to have something for the board before the summer break. We've already looked at the inventory of the diversity within the organization, and we'll have interesting numbers and example of diversity for our community. And we have started to look at the inventory of the training that is being offered to the internal community of the MUHC. A lot of initiative from different groups, and we will have something that is better coordinated and more of an organizational plan once we have adopted our action plan. So hopefully before the summer, we'll be coming back to the board with an action plan that will have been adopted by the Comité de Direction with the recommendation of the Equity, Diversity, and Inclusion Committee of the MUHC. More to come. Thank you for the question. Thank you, Mrs. Alfonso. Can I? Next. Sorry, Dr. Paterny. Peut-être, Martine, si ce ne sera pas trop de demander, juste répéter un peu en français la réponse, parce que c'est une question qui intéresse, je pense, beaucoup de monde. Merci, avec plaisir. Alors, le conseil d'administration du CESM a reçu le rapport du comité CAID au mois de septembre dernier et a adopté ses recommandations. Le Centre universitaire de santé McGill s'est engagé à préparer un plan d'action pour l'implantation des recommandations en question. Alors, il y a un groupe de travail de gens des différentes directions de l'organisation, plusieurs de ces personnes issues de la diversité elle-même, qui travaillent à l'élaboration d'un plan qui sera présenté au comité de direction et à Dr. Paterny, et ensuite au conseil d'administration. Nous espérons pouvoir vous présenter une première version d'un plan d'action avant le congé de l'été. Nous avons eu déjà si je me rappelle bien, 2 séances de travail. Nous continuons les séances régulières. Nous avons d'abord fait un inventaire de la diversité dans notre organisation et nous aurons un portrait intéressant à vous présenter. Et nous avons fait aussi un inventaire des formations qui sont offertes dans ces sphères. C'est très différent selon les secteurs. Il y a des initiatives locales. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est offrir un projet qui soit plus organisationnel pour faire avancer cette importante cause au sein de notre communauté interne. Merci. Dr. Paterny. Oui, merci. Prochaine question. Alors, prochaine question, Madame Alfonso, je vous demanderai également de répondre en lien avec les soins pour les résidents la question ici en termes des résidents du RPA. Merci, Dr. Paterny. Alors, la question est de M. Michel Hébert, gestionnaire de la maison Donalda Boyer, une résidence de personnes âgées pour personnes
en perte d'autonomie ou en légère perte d'autonomie. Ça doit être autonome et en légère perte d'autonomie. Alors, la question, bonjour, nos résidents sont des usagers des soins médicaux offerts jusqu'à récemment par le personnel de l'hôpital de la Chine. Suite aux directives émises au personnel de l'hôpital le 28 février dernier, nos résidents et leurs proches aidants sont très inquiets des conséquences néfastes que pourrait entraîner la décision du CESM d'effectuer des changements drastiques dans les services médicaux offerts par le personnel de l'hôpital après le 31 mars. Le vieillissement de la population de la maison, ainsi que celle de la population en général de Dorval et de la Chine, font en sorte que l'accessibilité aux soins locaux sont la priorité première de leur quotidien. Qu'en sera-t-il des soins 24 heures offerts par le personnel de l'hôpital de la Chine après le 31 mars prochain? Merci. Alors, c'est une question, en effet, qui est importante. Alors, présentement, notre clinique pour les urgences mineures, comme vous le savez, est ouverte de 8 heures le matin à 10 heures le soir. Alors, s'il y a des résidents de votre résidence qui requièrent des soins pour une urgence mineure, ils peuvent se présenter entre ces heures, entre 8 heures le matin et 22 heures. Si une situation se développe pendant la nuit et qu'elle peut attendre le matin, on vous invite à vous présenter le lendemain matin. Si par contre une situation est plus urgente, il y a des salles d'urgence à proximité. Le Glenn, l'hôpital général de Montréal, l'hôpital de Verdun, l'hôpital de La Salle, qui pourraient recevoir la personne pendant la nuit s'il y avait une urgence importante. Yeah, oh, great. Une ambulance pourrait être appelée et dans ce cas-là, la personne serait directement orientée vers une urgence qui est ouverte la nuit, si c'était le cas. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez que je répète en anglais ou si ça convient pour M. Hébert. Ça convient, Je pense merci. on a beaucoup de questions. Je pense qu'on va traduire. À part, si quelqu'un a besoin d'une traduction pour une question spécifique en anglais, peut-être le mentionner dans le chat. Sinon, on va le répondre en français. Puis, pour ceux qui sont en anglais, on va faire bilingue. Prochaine question. OK. Alors ici, la question est en lien avec le plan de construction de 220 millions de dollars alloués à la rénovation de l'hôpital. Alors, j'avais touché à ça, que dans les deux scénarios, le but, c'est d'augmenter le nombre de personnes hospitalisées comparativement à ce qui était la situation dans les dernières années. Alors, certainement, le besoin de modernisation demeure. Également pour le bloc opératoire, pour d'autres secteurs. Alors, même dans un scénario alternatif, faudrait et la rénovation sera très utile et nécessaire. Prochaine question. Ici, la question en lien avec la population de la Chine. La question en termes de transformer l'hôpital de la Chine en centre ambulatoire. Alors, juste encore une fois, puis j'espère que le tableau comparatif adresse quelque chose qu'on a vu aussi dans les nouvelles. Ce n'est pas un centre ambulatoire, c'est un hôpital avec des patients plus chroniques, plus stables. Mais il y a certainement une vision de voir est-ce que les besoins pour les maladies chroniques et autres peuvent avoir une plus grande place en termes d'approche ambulatoire. Alors, de un, ce n'est pas une centre ambulatoire, mais en termes de sans urgence, sans soins intensifs et sans ambulance, c'est sûr qu'il faudrait voir comment ne pas prendre en considération comment d'autres sites peuvent aller adresser les besoins pour des personnes qui ont besoin d'ambulance, des soins intensifs. Et c'est pour ça aussi que nous ne sommes pas seuls à regarder ça. On travaille main dans la main avec l'ouest de l'île.
qui est le plus impacté pour regarder ça dans une vision de réseau. En termes, c'est intéressant ici, ce qui répond bien à la mission du CUSUM. C'est aussi pour ça que nous ne travaillons pas que le CUSUM ensemble. On travaille, comme j'ai mentionné, avec le ministère, mais également avec l'Ouest de l'île, parce qu'on peut se demander, est-ce que la mission d'un CHU, qui est d'offrir des soins tertiaires et quaternaires, comment est-ce que ça se marie Et on a avec un hôpital communautaire? Est-ce que c'est la mission plus de, par exemple, des CCCIUS qui regardent des volets populationnels? Et c'est exactement pour ça qu'on ne travaille pas en silo. Prochaine question. Qui vient de Madame Richer. En termes de fermeture répétée au fil des ans. Et c'est tout à fait vrai qu'il y a eu des fermetures répétées au fil des ans. Puis ça a été pour différentes raisons. Des fois, inhalo, des fois infirmières, des fois médecins. Alors, c'est assez complexe pour un hôpital de ce taille-là sur l'île de Montréal. C'est plus difficile que, par exemple, Verdun, qui a quasiment 200 lits. De voir et force de constater que ça fait plus qu'une décennie, plus que 15 ans qu'il y a une fragilité. Et c'est pour ça qu'il faut voir concrètement qu'est-ce que ça prend, puis comment on peut voir des solutions pérennes qui peuvent adresser et qui vont adresser les besoins des citoyens de la Chine. Parce qu'effectivement, c'est à plusieurs reprises qu'on voit ces fragilités-là différentes. Puis, comment est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut avoir, si on fait toujours la même chose, puis on pense qu'on va avoir des résultats différents, je pense qu'on est tous d'accord que ça ne va pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et comment, de façon différente, pour avoir des résultats pérennes et différents. Et c'est pour ça que nous sommes en train de regarder deux scénarios différents. Puis, quelle est l'analyse d'écart pour aller arriver là? Prochaine diapo. Prochaine question. Alors, ces questions-là, M. Blanchette a été reçu après l'heure limite de dépôt. Alors, on n'a pas pu clarifier la première question. Pourquoi le CUSUM renie l'entente du consentement? Alors, ce n'est pas trop clair pour nous quel consentement on parlait, puis quel comité de transition. Bref, il va falloir qu'on échange avec M. Blanchette pour avoir une clarification puis répondre ça soit par écrit ou lors d'une prochaine séance. Alors, mais là, la prochaine question. Comment la nouvelle DG peut-être... Non, on retourne. Je sais pas que... OK, merci. Peut, en 30 jours de son arrivée, venir changer la mission. Mais vous avez tout à fait raison. Je ne pourrais pas faire ça moi-même. Hein? Alors, c'est sur une base de longue date. Il y a des comités consultatifs. Il y a de plus d'autres parties prenantes qui vont être consultées, qui ont été et qui seront consultées. Et la décision se fait main dans la main avec le ministère, parce que ça ne peut absolument pas être en silo qu'une décision comme telle se prend. Et aussi, les différents éléments et possibilités, même les réflexions ont commencé avant mon arrivée. Puis, certainement, il y a une rencontre publique qui va falloir prévoir faire. Prochaine diapo. OK.
Alors, en termes d'évaluation des besoins de la population, c'est tout à fait vrai qu'il faut regarder et évaluer. Il y a des évaluations qui sont faites par le CIUS régulièrement pour regarder la croissance de la population, etc. Et le plan de hôpital communautaire en 2014 a été fait en lien avec le rapport de cette année-là. Le rapport le plus récent en termes de changement de population, les besoins, etc., a été reçu par l'équipe qui travaille sur les 2 scénarios, par le CIUS de l'ouest de l'île pour les intégrer aux réflexions. Ça revient également à une question qui a été posée par quelqu'un d'autre, qui est les investissements, puis l'agrandissement, puis la modernisation de l'hôpital en lien avec des sommes importantes pour des travaux bien nécessaires. Alors, étant donné qu'il va toujours dans les 2 scénarios avoir l'hospitalisation, les patients vont bénéficier d'une modernisation dans les 2 scénarios. Puis, il faudrait effectivement voir si, par exemple, il n'y a pas de soins intensifs, comment ces locaux-là, je ne sais pas, pour les gens qui soit travaillent à la Chine ou qui ont visité la Chine, il y a les cliniques ambulatoires, des fois, sont très petits, avec des corridors très étroits. Alors, il faudrait voir comment d'autres locaux qui sont déjà planifiés pourraient être utilisés et bénéficier en termes de l'autre scénario, si c'est ça qui est retenu. Et la dernière question sur cette diapo. Alors, comment le CA peut endosser une réduction de nombre de lits d'hospitalisation pour les patients? Alors, je pense que ça a été plus clair dans la présentation que, au contraire, non seulement qu'il n'y a pas une réduction dans un scénario versus l'autre, mais dans les 2, on veut augmenter le nombre de lits hospitaliers qui sont utilisés versus ce qui a été utilisé depuis quelques années à la Chine. Parce qu'effectivement, il manque des lits de patients. Alors, il va falloir non seulement voir comment les augmenter à la Chine, mais aussi réouvrir sur l'île de Montréal globalement. Mais commençons par nos propres lits. Il y a aussi des lits qui sont fermés faute de manque de ressources humaines, non seulement à la Chine, mais aussi au général, au neuro et au Glen, qu'il faut voir comment réouvrir pour les besoins de la population. Prochaine question. Prochaine diapo. OK. So Mrs. Carter is asking in terms of how closing the community emergency and acute care services will, how is it addressed in terms of a principle of seeking care closer to home? So thank you for that question. So as I mentioned in the slides, firstly, the plan, if a plan were to be, if the scenario where there would not be ambulances continued, and the scenario would be retained where we have acute care services between 8 a.m. and 10 p.m. continue, what we've seen is that when people are aware of it, their use of it is certainly there. And in fact, the volumes between those hours right now are as much in terms of volume, they're around 55 per day, as it was pre-pandemic when it was open 24 hours a day and there were ambulances. Because the bottom line is that over the past few years, Dans Varia, mais on arrive. And it looks like there's a lot of people who came ambulatory and they're concentrating in those hours. But of course, that's not to say that there isn't need, and there certainly is for patients who are sicker that need ambulances. You know, fortunately, we are on an island where there are in proximity other emergency rooms. And so if that would be the scenario that would be retained,
then people who need ambulances would be taken to, as they are at present, when ambulances aren't accepted at the Lachine emergency, to the nearest emergency room. I should say, however, that also, just because whoever says a walk-in emergency should also say that there are other ways to address medical needs if it's not an emergency, calling 811 and having the service of the GAP, our medical doctor, etc. But of course, for anything more acute, I answered that before. Cette question-là touche comment est-ce que de fermer l'urgence peut augmenter les services ou comment ça adresse aux services locaux. Ce que j'ai mentionné, c'est que dans les heures d'ouverture en ce moment, qui est de 8 heures à 22 heures, les services d'urgence ambulatoires, que nous avons autant de volume que pré-pandémie, quand c'était ouvert 24 heures avec les ambulances. Alors, les personnes semblent vraiment aller chercher leurs soins dans les heures que c'est ouvert. Évidemment, il y a quand même besoin des personnes pour des choses plus aiguës avec les ambulances. Alors, ça serait que si c'est le scénario qui sera retenu, comme c'est le cas en ce moment, c'est d'être redirigé en ambulance vers un des autres urgences dans la proximité. Next question is, with respect contre. Say most recent, because again, we've seen fluctuations over years, was the result of a withdrawal of medical coverage. Non, alors How is it that other hospitals can function without subspecialists, but not Lachine? So, interesting question. There's a lot of subtleties but just, I suppose, basically, both Cowansville and Verdun do have, are absolutely, by and large, run by family physicians. They do both have specialists that back up. For example, Cowansville does have 24/7 anesthesia available in case, for example, a patient needs to be intubated that a family physician or the emerg physician doesn't feel comfortable doing. So that is something that's present at Cowansville that is not present at Lachine at the current time. And Verdun, it is true also. They also have on-call specialists full-time, but they are probably more independent, the family physicians, in terms of the level of acuity versus Lachine. That is something that the Department of Family Medicine is looking into, that aspect. But I should mention that those other hospitals do have, and in line with this question, I spoke to the PDGs of both those institutions to confirm what I'm saying right now. The next question is the need the need to produce more family physicians, and the community mission of Lachine Hospital is part of that solution. And that a new medicine training program is to begin at Lachine Hospital. What will become this essential program? I must say that je dois dire que toutes les questions qu'on reçoit sont tellement bien, c'est tellement pas juste de Mme Carter, mais aussi des autres qu'on avait, puis les autres que je vais adresser, l'implication des citoyens, des personnes et autres qui nous posent des questions. Ça fait tellement du bien de voir l'engagement des différentes personnes auprès de notre système de santé. Et actually, sorry, the question is in English. I'll address it in English. So, absolutely true. We absolutely need more family physicians, and teaching is a core
a core mission of the MUHC. Both scenarios are quite rich in terms of opportunities for training. For example, if we concentrate palliative care, that is incredibly great in terms of an experience for a residency program, as is acute geriatric care, as are walk-in clinics, and the other issues. There are other opportunities in the MUHC in terms of acute hospitalist exposure, but certainly the importance of it is such that the Dean is going to be met to discuss and exchange on those two scenarios to have, excuse me, his input and vision because of the essential element of a residency training program. Pour répéter en français, la question ici touche sur l'importance d'avoir des programmes de formation pour les médecins de famille. Effectivement, c'est essentiel. De ce qu'on a vu, et nous pensons que les deux pourraient être pourraient bénéficier des résidents en médecine de famille. Mais pour s'assurer et de comprendre mieux les nuances, il y a une réunion avec le doyen pour échanger sur les deux scénarios, puis voir ses pensées en lien avec ça. Alors, prochain diapo. OK. Alors, la première question. Du procès verbal. 2007. In terms of family physician training. Okay, so this question comes back to the training program that I just finished addressing on the last question. So yet again, indeed, having a family physician training programs are. Je pense qu'il y en a. And in terms of having excellent exposure to different family medicine practice settings. La prochaine question. Comment justifier sur... Si je me trompe... qui sont déjà occupés au lieu de les envoyer à la Chine. Alors, peut-être de dire, comme j'ai dit, en termes du volume, le volume qui est vu en ce moment avec les heures de 8 à 22 heures à la Chine, le volume de patients qui sont vus est pareil qu'en pré-pandémie. Et depuis plusieurs mois, il y avait moins que 10 ambulances par jour qui étaient envoyées là. Alors, en termes du nombre en absolu des ambulances qui sont envoyées sur d'autres sites, le nombre est petit. Puis, en lien avec les évaluations de sécurité pour les soins du patient, en lien avec, par exemple, l'absence de garde de médecine interne comme anesthésie au cas où les urgentologues avaient besoin. La décision était sur de garantir et s'assurer de la sécurité des soins pour la population. La dernière question, comment voir de fermer des ambulances considérant des taux d'occupation des urgences? Alors, effectivement, il y a des urgences qui sont très occupées partout. Puis, pour le moment, en ce moment, la décision qui a été faite en lien avec il y avait un rapport du Collège des médecins, aussi les échanges avec les médecins. Dr Lamarre nous a parlé, puis pour la sécurité des soins, c'était vu pour le moment, jusqu'à temps
ont, avec les échanges, avec les travaux qui vont être faits, puis par là, les travaux qui seront faits, ça ne serait pas une décision du CUSUM. Ça serait une décision qu'on va échanger avec le ministère pour prendre une décision ensemble vers où on va. La décision à court terme dans les médias, c'était de s'assurer des sécurités des soins donnés sur place avec les différents qui sont et ne sont pas là. Prochain, est-ce qu'il y a d'autres diapos? Non? OK. Alors, ça termine la période de questions. On a répondu aux questions. Puis, je passe la parole au docteur en lien avec le programme des implants cochléaires. J'aimerais remercier à tous qui ont posé, qui ont soumis des questions, d'avoir pris le temps de poser les questions. Puis, on va continuer à avoir certainement des échanges pour voir comment arriver à une situation où on prend, où les rénovations, on utilise à leur plus grand potentiel, comment on adresse les besoins des citoyens de la Chine dans un plus grand contexte. Puis, ce n'est pas une décision qui va être faite en silo. Merci, je passe la parole aux deux médecins. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis Dr. Tamara Mijovic, ORL au Royal Victoria, côté adulte. Et à moi se joint ma collègue, Dr. Mélanie Duval, qui est ORL lead pédiatrique en implants cochléaires avec moi. Donc, prochaine diapo. Donc, ça, c'est nous deux. Donc, on est très fiers d'être ici aujourd'hui pour partager avec vous où nous en sommes rendus avec le programme d'implants cochléaires montréalais basé au CUSUM, qui est vraiment un rêve devenu réalité pour nos équipes. Prochaine diapo. Donc, mes diapositives sont en français, mais en anglais, mais on va parler en français. Donc, désolé, quelques anglicismes vont peut-être se glisser. Donc, comme vous savez, l'hypoacousie est un problème assez prévalent. Donc, ce n'est pas moi qui contrôle. Donc, c'est ça, suivant. Donc, environ 5 de la population mondiale est atteinte d'hypoacousie sévère et on estime que ça va atteindre environ 10 de la population en 2050. 4 bébés sur 1000 au Canada sont nés avec une hypoacousie sévère ou vont le développer au courant de l'enfance. Donc, la surdité et la baisse d'audition sont parmi les invalidités les plus prévalentes chez les adultes plus âgés et sont présentement considérées comme l'invalidité justement, la plus prévalente. Suivante. Diapo suivante, oui. Comme Helen Keller l'avait dit, l'hypoacousie et la surdité peuvent être des afflictions très sévères. Elles nous déconnectent du monde des entendants et de notre humanisme. Je lis en anglais, elle a dit I'm just as deaf as I'm blind, but the problems of deafness are deeper and more complex, if not more important than those of blindness. Deafness is a much worse misfortune, for it means the loss of the most vital stimulus, the sound of the voice that brings our language, sets the thoughts astir, et keeps us in the intellectual company of men. Donc, c'est dans ce contexte, à la prochaine diapo, que l'implantation cochléaire s'insère. Un implant cochléaire est un appareil implanté chirurgicalement qui transforme le son en électricité pour l'utiliser comme stimulus et restaurer l'audition dans des surdités neurosensorielles profondes. Donc, il y a une partie implantée à l'intérieur et une partie externe qui transmet vers l'intérieur. Prochaine diapo. Donc, la chirurgie est une opération faite en chirurgie d'un jour qui dure 2 à 3 heures. Une électrode est insérée dans la cochlée et un receveur stimulateur est mis sous la peau et sous le cuir chevelu à l'arrière, juste derrière. Et c'est une chirurgie délicate qui est utilisée avec des microscopes et des drills otologiques et permet de restaurer l'audition. Prochaine diapo.
Donc, comment un implant fonctionne, c'est qu'il y a un processeur externe avec un microphone qui capte les sons de l'environnement, qui le transforme en information digitale qui est ensuite transmise à l'implant à travers un coil. L'implant, lui, va transmettre cette information en électricité qui va être transmise au nerf auditif cochléaire à travers les électrodes. Et le nerf lui-même va envoyer cette information vers leur cerveau et cela sera interprété comme de l'audition après un processus de programmation d'implants, de réapprentissage pour entendre et de réadaptation. Donc, vous allez beaucoup entendre parler des centres de réadaptation qui sont nos partenaires essentiels dans ce processus. Prochaine diapo. Donc, qui est un candidat pour un implant? On parle d'enfants et d'adultes avec des surdités modérément sévères à profondes neurosensorielles qui ne sont pas adéquatement réhabilités avec des appareils auditifs les plus puissants. Il s'agit de surdités congénitales et acquises. Et à ce jour, à travers l'implantation cochléaire, l'audition est le seul sens qu'on arrive à récupérer si on l'a perdu ou si on est né sans. Ça a permis aux enfants sourds, nés sourds, d'acquérir l'audition et d'apprendre le langage parlé de façon assez comparable aux enfants normaux. Et ça a permis aux adultes rendus sourds de se reconnecter au monde des entendants. Prochaine diapo. Les implants cochléaires ont débuté comme idée dans les années 1950-1960 avec l'idée d'utiliser l'électricité pour stimuler le nerf. Un premier implant a été fait dans les années 70, puis la FDA a approuvé les implants à multiples électrodes dans les années 1980. Et le premier implant au Canada a été fait par Dr. Melvin Schloss au Montreal Children's en 1985. Cependant, en 1987, le gouvernement avait mandaté la création d'un centre d'expertise et c'est à ce moment-là que l'Hôtel-Dieu de Québec et l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, donc l'IRDPQ, ont joint leurs forces pour fonder ce centre d'expertise québécois. Et ils ont fait un travail phénoménal pendant plus de 30 ans. Prochaine étape. Mais ça veut dire que, pendant plus de 30 ans, le CHU de Québec, à Québec, était le seul site où les implants cochléaires pouvaient être faits. Donc, ça a assuré une expertise dans cette nouvelle technologie, et ça a duré pendant plus de 30 ans. Prochaine diapo. Au fil des années, l'implantation cochléaire est devenue une chirurgie plus standard. C'est fait dans la plupart des grands centres universitaires à travers le monde et à ce jour, des centaines de milliers de patients ont été implantés. À travers les décennies, Montréal a essayé de revoir un programme d'implant cochléaire sans trop de succès. Mais en 2018, sous une initiative menée par les patients, sous le leadership de William Steinberg, qui était à ce moment-là maire à Hampstead et lui-même implanté cochléaire bilatéral, on a commencé à se faire entendre un peu plus. Et ces demandes d'avoir un accès à des soins plus proches de la maison pour des patients qui avaient déjà beaucoup de difficultés dans leur quotidien et assez de défis a finalement été entendu. Prochaine étape. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a demandé, le ministère avait une ouverture, on a demandé de repenser à comment est-ce qu'on s'organiserait si on avait un programme d'implant cochléaire à Montréal. Donc, avec le travail avec nos partenaires, le centre universitaire, le centre universitaire McGill, l'Institut Raymond Dewar, donc l'IRD, le centre de réadaptation Lethbridge Leighton Mackay, le CHU Sainte-Justine et le CHUM. On a pensé à plusieurs options. Prochaine diapo. Donc, on nous a demandé comment on s'organiserait si la province était divisée à moitié et qu'on se retrouvait à devoir fournir les implants à 154 implants par année à Montréal. Donc, prochaine diapo.
Prochaine, oui. Donc, en 2019, plusieurs propositions ont été faites et le programme et la structure qui a été retenue consentement et des résultats. d'implant cochléaire provincial avec 2 pôles, un pôle Est à Québec et un pôle Ouest à Montréal, avec le pôle Ouest basé au CUSUM, avec l'intégration de nos partenaires de réadaptation et du côté francophone aussi. Donc, le CUSUM avait été choisi pour plusieurs raisons, notamment la proximité physique de nos centres pédiatriques et adultes, donc d'éviter le dédoublement au sein des différentes institutions, mais aussi à cause de notre capacité de collaborer et de travailler très étroitement avec nos équipes. Donc, c'était une grande victoire pour notre institution, mais c'est par la suite que le vrai travail a commencé, celui de livrer de cette promesse de faire un programme d'implant cochléaire malgré les défis de la pandémie. Les comités sous-jacents. De notre travail d'équipe entre le printemps 2020 jusqu'au printemps 2021, où le projet a été réinitialisé et des plans d'implantation ont été remis pour avoir fini Et du ministère en mars l'année passée. Donc, après ça, c'était une course contre la montre pour livrer ce à quoi on s'est commis. C'était vraiment un travail de collaboration instrumentale au sein de nos équipes au CUSUM et avec nos partenaires pour faire de ce projet et de ce rêve une réalité. On est très fiers de ce qu'on a vraiment accompli. On a réussi à lancer ce programme d'implant cochléaire du pôle Ouest en septembre 2022 avec les premières chirurgies livrées telles que promis en janvier 2023. Donc, je cède la parole à ma collègue, Dr. Duval, qui va vous parler un peu de qui est cette équipe et qu'est-ce qu'on a accompli. Parfait. Donc, vous pouvez changer la prochaine diapo. Donc, afin de mettre en place et d'offrir, qu'on souhaiterait retirer et ça demande toute une équipe en place. Donc, l'équipe de gestion et l'équipe de direction du CUSUM a été instrumentale afin d'organiser le programme, faire la création du programme, puis nous permettre d'offrir tous les services aux patients. Ça incluait plusieurs différents bureaux, donc le bureau du DSP, le bureau des services multidisciplinaires, ainsi que les services chirurgicaux et les chefs des départements pédiatriques et adultes, ainsi que le bureau d'amélioration continue de qualité, évaluation, performance et éthique. Sur le plancher, maintenant que le programme est en place, on est supporté par par une équipe multidisciplinaire qui inclut les audiologistes qui sont impliqués dans le programme d'implant cochléaire, qui évaluent et qui programment les implants, nos agentes administratives, du support tant de l'équipe Biomed, des cliniques externes, du bloc opératoire, ainsi que de nos partenaires de l'Institut Raymond Dewar et de l'Institut MAB à Mackay, ainsi que nos partenaires du pôle Est. Donc, c'est un programme avec 2 pôles, donc on travaille en collaboration pour s'assurer que autant dans l'Est que dans l'Ouest, un excellent service est offert aux patients. Prochaine diapo. Parfait. Donc, point de vue chirurgical, donc Dr. Mijovic et moi-même sommes responsables du programme pédiatrique et adulte. Donc, c'est à noter qu'on est le seul programme où le leadership est féminin de tous les programmes d'implants cochléaires au Canada. À nous deux se rajoutent plusieurs collègues chirurgicaux, Dr. Kirivet qui chevauche le programme pédiatrique et adulte, ainsi que nos 3 collègues de l'Université de Montréal qui offrent des services avec nous, tous les services offerts au CUSUM. Prochaine diapo. Donc, suite à ce travail colossal de mettre en place un programme d'implant cochléaire pour les usagers de l'Ouest, nous avons finalement pu ouvrir notre première clinique pédiatrique et adulte en octobre et en novembre 2022, comme on l'avait initialement projeté. Donc, ça nous a permis d'évaluer nos premiers patients et de se préparer pour les premières chirurgies. Prochaine diapo. Ces chirurgies-là ont eu lieu au début de l'année, donc en janvier 2023. Donc, la première chirurgie adulte, je ne sais pas si on peut cliquer sur la photo, c'est une vidéo qui démontre un petit peu le déroulement de notre première journée chirurgicale, qui est une vidéo qui a été préparée par le département de communication.
Donc, vous pouvez voir Dr. Kirivet ainsi que Dr. Mijovic qui font la chirurgie sur une de nos premières patientes, donc une des premiers implants faits à Montréal. Donc, comme vous pouvez voir sur la vidéo, donc l'équipe chirurgicale, mais il y a également nos partenaires en audiologistes qui étaient présents sur la vidéo précédente qui viennent nous accompagner aussi au bloc opératoire pour s'assurer qu'avant que le patient se réveille, avant même qu'il ait quitté le bloc opératoire, on confirme que l'implant est en place, tout fonctionne, puis qu'on est prêt pour l'activer une semaine plus tard. Prochaine diapo. La première chirurgie du côté pédiatrique s'est produite quelques jours plus tard. Nos 2 premiers implantés étaient des jeunes adolescents avec une perte asymétrique, dont un premier patient qui attendait la chirurgie depuis plus d'1 an à Québec, mais c'était trop logistiquement difficile pour eux de se déplacer à Québec pour faire la chirurgie. Donc, une fois que le programme a ouvert à Montréal, la famille était très heureuse de pouvoir avoir la chirurgie localement. Je vous présente ici une des premières patientes qui a été implantée du côté adulte. Je vous laisse lui dire par elle-même, avec ses mots, l'impact qu'un implant cochléaire peut avoir chez un patient en malentendant. Donc, si vous pouvez cliquer sur la vidéo. Parfait. Est-ce que c'est possible de mettre le son pour la vidéo? On n'a pas le son, puis d'habitude, c'est très difficile d'avoir un son. Je pense malheureusement qu'il va falloir avancer. OK. En fait, Peut-être nous qu'est-ce que je peux faire? décrire ce que la patiente vous a dit. Exactement. Donc, je vais résumer très rapidement qu'est-ce que la patiente décrit. Donc, la patiente décrit qu'avant l'implant cochléaire, elle était devenue très isolée parce qu'elle ne pouvait plus bien communiquer avec les gens. Donc, elle ne voulait plus sortir, rencontrer les gens parce qu'elle ne pouvait pas bien entendre et communiquer. Puis que pour elle, avoir un implant cochléaire, ça a complètement changé sa vie parce que maintenant, de nouveau, elle se sent confortable d'aller voir les gens, de sortir de sa maison. Puis elle peut, après 15 ans, pas avoir bien entendu, de finalement pouvoir entendre les oiseaux à l'extérieur, puis pouvoir entendre ses petits-enfants parler. Wow. Donc, pour elle, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé sa vie après avoir été prise dans le silence pendant plusieurs années. Prochaine. Avec celui... Où on en est maintenant? Donc, après 4 à 5 mois de clinique, 2 mois de chirurgie, au total, on a implanté 22 patients, 24 implants au total, parce que certains patients vont avoir des chirurgies bilatérales. On en a évalué aussi plusieurs dans la clinique qui sont en attente de chirurgie, mais c'est clair que la demande, elle est là, puis qu'il y a beaucoup de patients qui bénéficieraient de chirurgie, surtout du côté adulte. Les attentes sont très longues. Puis ça, c'est partiellement dû aux ressources, mais aussi au fait qu'à cause des coûts Y a-t-il... à la réhabilitation, on est limité à 154 implants par année, adultes et pédiatriques, combinés pour notre programme à Montréal. Prochaine diapo. Donc, si on regarde, c'est une immense victoire pour la population québécoise d'avoir ce pôle ouest pour l'implantation cochléaire. Les patients vont pouvoir bénéficier de soins plus proches de la maison, d'une réduction des temps d'attente parce que le nombre total d'implants au sein de la province du Québec a été augmenté avec l'ajout du pôle ouest. Et ça permet de donner l'accès à des patients qui autrement ne l'auraient pas considéré parce que le défi du déplacement multiple et d'un environnement qui leur est étranger, les prévenait d'y aller. Donc, si on regarde vers le futur, on est très fiers de ce que le pôle ouest a accompli à ce point-ci, mais le défi reste encore de relever, c'est celui de justement livrer ces 154 implants par année auxquels on s'est commis et on espère de continuer de recevoir le support qu'on a eu de la part de notre leadership, de nos partenaires et de développer aussi de nouvelles relations avec les donateurs de notre communauté pour continuer à avoir un impact à long terme sur la vie de nos patients. On est en train de dédier nos carrières à retourner l'audition et à restaurer l'audition
vous pouvez nous donner la prochaine diapo. On a une vision d'un programme qui va être grandiose, qui va réduire les barrières pour l'accès aux soins à l'implantation cochléaire à travers le Québec et promouvoir l'excellence dans le monde des implants cochléaires à travers le monde. On est un programme qui déjà, à 154, une fois qu'on aura commencé à atteindre ces chiffres, va se placer parmi les gros programmes en Amérique du Nord. Donc, un joueur clé pour contribuer à l'éducation, à la collaboration avec les autres programmes et la recherche et la santé auditive à travers notre communauté. Donc, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé, puis on est les deux disponibles pour des questions. Merci aux deux médecins. Puis, juste pour ceux qui juste pour ajouter quelques mots à quel point je suis fière. Comme vous avez dit, un immense gain pour des personnes dans le temps qu'il fallait aller jusqu'à Québec puis passer des jours là. Non, je ne vois pas. Ça a empêché, comme vous avez dit, de nombreuses personnes d'aller. Je trouve aussi que c'est un super bel exemple de collaboration parce qu'il y a plusieurs centres qui sont tous basés au CUSUM en termes de la chirurgie, mais il y a aussi quelques chirurgiens qui viennent du CHUM. Il y a aussi le programme d'audition dans Centre-Sud. Alors, bref, je trouve que c'est également un exemple de quelque chose qui est chapeauté puis basé au CUSUM, mais vraiment avec une collaboration de plusieurs qui est aussi magnifique. Je trouve que c'est une belle collaboration aussi. Alors, bravo, je sais que ce n'était pas facile de le faire atterrir comme programme. Dr. O'Patterney. On est très... et je sais que vous avez schedulé ça entre vos opérations, donc merci d'avoir pris le temps de nous éclaircir sur ce programme fascinant et on ne peut qu'être fiers de ce que vous faites et du fait que vous faites partie du CUSUM aussi. Merci. Y a-t-il des questions des membres du conseil? Ça a fait une assez grosse journée. Ça se peut que non. C'était très clair, donc merci infiniment. Merci à vous. Moi, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre réunion. J'aurais un point à faire sur le... Je me trompe pas, il n'y a pas de question là. OK. Alors, je souhaiterais... j'ai deux propositions de résolution, si le Conseil le veut bien, et à la Fondation de l'hôpital... Bonjour. À la Fondation du CUSUM, les PDG tirent leur révérence et ils nous quittent. Alors, Jean-Guy Gourdeau quitte l'hôpital général, la Fondation de l'hôpital général de Montréal et je tenais à passer une motion pour le remercier pour son ouvrage et pour toute la contribution qu'il a fait pour l'hôpital à travers sa fondation. S'il y a quelqu'un qui serait prêt à le seconder, merci Sarah. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. Et ma deuxième, c'est bien sûr, c'est Julie Canville qui a annoncé cette semaine qu'elle va quitter Montréal pour Toronto, pour l'UHN, qui est un énorme défi pour elle et elle est tout à fait capable et à la mesure du défi. Mais pour nous, c'est une grande perte de la voir partir parce que c'est quelqu'un qui a une compétence exemplaire et une compréhension aussi de l'hôpital et de ce qu'on fait. Et elle a une énergie qui dépasse tous les bornes. Alors, je me demande s'il y a quelqu'un qui serait prêt à proposer une motion de la remercier. Monsieur Thum, merci. Et secondé, Anita Brown-Johnson, merci beaucoup. Il n'y a personne qui est contre, je pense. Non? Excellent. Alors, on va passer des motions on va leur écrire de
nos remerciements pour tout ce qu'ils ont fait. Écoutez, c'est une grande journée pour le CUSUM parce que deux réunions comme ça, avec des défis techniques, je suis désolé, on va regarder ça en profondeur parce que c'est la deuxième fois qu'on subit ce genre de choses. On va peut-être changer de système pour que ça aille mieux. Alors, mes excuses à tous ceux qui ont été dérangés par ça. Je souhaite à l'équipe, vous avez entendu les questions sur la Chine, je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer d'établir le plan le plus vite possible pour que ça puisse être communiqué à tout le monde et j'apprécie le fait que vous êtes engagé avec autant de personnes que possible pour en discuter. Alors, merci tout le monde. S'il n'y a pas d'autres sujets à aborder, notre prochaine réunion sera le 12 et soit on va le faire en personne, tout le monde, ou soit on va le faire virtuel, tout le monde, mais hybride est mort. Est mort. Alors, parce que c'était un désastre aujourd'hui. Alors, on va s'organiser pour la prochaine réunion le 12 et au plaisir de vous revoir à ce moment-là. Merci infiniment et bonne journée. Merci.